OK, fait que qu'est-ce qu'on boit, Oui. Jean-Sébastien? Je bois une Trou du Diable Perroquet. C'est une petite bière. Je n'avais pas essayé encore. J'aime bien les bières du Trou du Diable de Shawinigan. Puis celle-là, la Perroquet, je l'ai spotée dans un IGA. Je ne l'avais jamais vue encore. Je l'ai essayé. C'est une belle petite bière bien houblonnée qui est rafraîchissante au bout. Ouais, je Oh, l'aime t'as bien. l'air de connaître tes microbrasseries. Oui, j'adore les bières de micro. C'est juste malheureux qu'ils coûtent 5-6 piastres la bière parce que sinon, je ne boirais que ça. C'est vraiment super bon, sans blague, là. J'aime le vin aussi, mais la bière, c'est mon dada. Ouais. Puis au IGA Laval-Ouest, trouves-tu qu'il y a une bonne sélection, maintenant qu'ils ont toute une section Oui, microbrasserie? oui, ça a du sens. C'est beaucoup mieux que c'était. C'est mieux que Métro. Au IGA, je trouve qu'ils ont une meilleure sélection. Puis dans les magasins dans le coin, parce qu'à part aller, mettons, à Espace Houblon, sur Curie-Labelle, sinon, je pense qu'à Saint-Eustache aussi, il y a un bon magasin pour la Oui, bière. Je peux aller encore, sur c'est à la 25e. 25e. Mhm. Ouais, ouais. Mais sinon, je vais chez Espace Houblon pour aller chercher vraiment des trucs que je n'ai pas encore goûté. Là. C'est là que j'en trouve. Puis sinon, il y a dans le Vieux-Saint-Do aussi, chez William J. Walter, ils ont Oui, souvent une bonne sélection de bières. Fait que, oui, ouais, non, oui. c'est bien fun, là, la bière de micro, j'adore ça. Là. C'est des produits de chez nous, en plus. Fait que c'est agréable. Ben, tu iras sur la 25e parce que je pense que techniquement, c'est plus proche de chez toi. Ah, mais c'est Oui, vrai ben que si tu oui, vas au travail, tu passes peut-être pas plus par Curie-Labelle. c'est ça. Ah, Exact, ouais. OK. Ben, Ah tu vois, oui. Réa, moi, je suis en train de boire de la Sleeman Clear 2.0. Ben, c'est correct, t'encourages l'Ontario, puis Non, mais c'est comme, OK, au ben, voisin, comment je choisis mes bières? Ah, 80 calories. OK, oui, je vais boire ça. calories. Ah non, t'en fais pas. J'ai vu le produit, j'ai tout de suite vu ton titre de sélection. Ah, il va avec le nombre de calories. Pas Ben, c'est normalement, correct. mais Quand on là, s'entraîne, là, c'est super. crème, disons que le mois de novembre est commencé, puis je fais de moins en moins de Ouais. vélo, puis j'ai remarqué que j'ai de plus en plus de livres, là. Je te comprends, je te blâme pas du tout. C'est beaucoup plus facile de rentrer des calories que d'en sortir, hein? Même quand on s'entraîne. Ouais, non, honnêtement, je pense que j'avais lu une affaire, ça disait You can't outwork a bad diet, ou genre une expression comme ça, puis j'étais comme, ben, c'est Ouais, vrai, tu sais. c'est tout T'as à beau fait faire vrai. Ah 4 heures de oui, vélo, tu prends une poutine, puis pouf! c'est C'est fini. tout, Ah non, tu viens c'est de. fini. Oui, ah oui. C'est ça qui est fou, hein, quand tu regardes le nombre d'exercices, d'heures d'exercice qu'il faut que tu fasses pour chaque aliment que tu manges. Ben voyons donc, ça n'a aucun sens. Tu fais arrêter de manger, mais c'est ça. Hein? Quand on aime la bonne bouffe et la bonne Ah, bière, ben écoute. dans ce temps-là, c'est comme. Faut apprécier la vie aussi. Ouais, mais toi, t'arrives d'une course, je pense. T'as été courir cet après-midi, t'as fait combien de kilomètres? Ouais. Ah, j'ai juste fait un petit 6 parce que je recommence à courir. Fait que 6 km, là, je repars ça tranquille. Sinon, l'année passée, j'étais rendu à faire des 8 puis des 10 régulièrement. Mais là, 6 là, je trouve ça juste parfait pour me starter. Là. Ah Ça, ah, ah ah. c'est bien. Fait que, Juste puis, 6. Tu sais que la plupart des ouais. auditeurs vont faire comme, ben, 6, c'est beaucoup, là. Ah, OK, oui, mais ça se peut. C'est ce que mes filles me disent aussi, là, mais ouais, c'est ça. Ben, j'étais rendu là. Ça fait 2 ans que je cours, puis j'aime ça tout le temps pousser un petit peu plus la machine. Puis, tu sais, quand tu cours 2, 3 fois par semaine déjà, tu es capable de pogner un rythme, puis tranquillement augmenter, là, pas tant la distance, mais surtout la durée. Fait que c'est ça qui est important, mais il y a tellement, c'est une science faire de la course, là, c'est incroyable. Fait que j'ai des Ouais. amis qui me coachent là-dedans, puis Good. c'est ça. Tant que le corps nous suit, Tiens ton micro un petit peu plus. oui, oui, ah, OK, c'est comme ça. All right. C'est mieux. All right, All parfait. right. Fait que All right. Jean-Sébastien Sia, Oui, homme, masculin, oui, exactement. Laval-Ouestien, coureur, Fier de l'être. Oui. écrivain sur Facebook à temps partiel. À temps partiel, j'aime bien ça, oui, écrire des petits articles, entre autres sur le kite, bien sûr, vu que c'est ma passion. All right. Ben, parlons de kite, parce qu'on est ici pour parler de Oui. kite. Puis j'ai des auditeurs qui sont intrigués par ce que tu fais. J'ai des amis qui sont amateurs de kite, mais j'ai toujours comme très peur quand ils sortent et font ça tout seul, là. Mais Ah oui. je veux parler de toi parce que tu as commencé à faire ça ici dans le secteur il y a combien d'années? Ça a commencé quand? J'ai commencé en fait en 2017, l'hiver 2016-2017, où j'ai décidé de prendre mes cours à Sainte-Anne-des-Plaines pour la première fois. Puis, comme moi, je venais d'un autre univers, c'est-à-dire plus le deltaplane puis le parapente, mais pour une question d'accessibilité, j'ai décidé de me lancer dans le kite parce que justement, on peut en faire dans les champs, on peut en faire sur les surfaces gelées, que ce soit sur les lacs, les rivières, puis on a tout ça ici à Laval. C'est pour ça que je me suis tranquillement passionné pour ce sport-là, qui est non seulement qui va donner, oui, une dose d'adrénaline, mais par contre, tu peux le faire autant
un peu comme le ski alpin où tu peux y aller au rythme où tu veux. Quelqu'un peut y aller faire une petite balade du samedi soir tout tranquillement, comme on peut y aller à toute vitesse. C'est vraiment un sport qui nous permet d'y aller à fond comme tout à fait gentiment en contrôle. Dirais-tu que c'est un sport extrême? Non, pas du tout. En fait, si on considère le ski alpin comme un sport extrême, à ce moment-là, je te dirais oui, on pourrait le qualifier de sport extrême. Sauf que si on regarde le ski alpin comme, moi, ce que je fais, c'est descendre des pistes débutants tranquillement. Est-ce que c'est extrême? Je crois pas. Donc, ça dépend. Le côté extrême, il est plus au niveau émotion, je pense. C'est qu'est-ce qu'on en retire. Parce que, comme j'ai expliqué, c'est qu'on peut en faire ce qu'on veut de ce sport-là. Okay. Mais par contre, l'émotion qu'on en retire, elle est à chaque fois extrême. Qu'on y aille tout doucement ou qu'on y aille à toute vitesse, il va y avoir toute une gamme d'émotions qu'on en retire. Puis c'est pour ça que je le qualifierais d'extrême. Ah, extrême dans les sensations. Ah, j'aime ça. Okay. Voilà, exactement. Puis, tu as commencé à faire j'ai pas toujours les bons termes, du snow kite au début? Exactement. En fait, le snow kite, ça vient finalement de cerf-volant de traction hivernale. Donc, un cerf-volant de traction, c'est quoi? C'est tout simplement un cerf-volant qui est spécialement designé pour pouvoir nous tirer, en fait, au sol. Contrairement à un cerf-volant acrobatique, on s'en sert juste pour finalement le faire voler. Donc, ici, l'objectif, c'est pas tant de faire voler un cerf-volant que de nous faire avancer. Donc, ce sont des cerfs-volants qui ont été designés par des entreprises qui souvent ont designé avant des parapentes ou des deltaplanes. En fait, c'est souvent issu de ça. C'est pour ça que le kite, en fait, en tant qu'objet, a rapidement progressé. C'est que les entreprises qui font des kites aujourd'hui font depuis longtemps, pour la plupart, d'autres appareils. Donc, c'est vraiment axé sur la sécurité au départ, sur la performance. Puis, ces objets-là sont vraiment d'un design qui va être fait en fonction de ce qu'on veut en faire aussi. Parce que le snow kite, une fois qu'on est accroché à un cerf-volant, dépendamment, est-ce qu'on veut faire de la vitesse? Il y a des kites qui sont faites pour ça. Est-ce qu'on veut faire une balade très tranquille avec un kite super stable? Il y a des kites qui sont faites pour ça. Il y a des kites qui sont spécialisés pour faire des sauts. Il y en a d'autres qui... Donc, dépendamment de ce qu'on cherche à faire, comme ride, ben, il y a un kite qui est spécialement adapté pour ça. Donc, c'est un peu ça, la grosse différence. Parce que les gens tu vois, déjà là, j'avais aucune idée. Moi, je pensais qu'il y avait une sorte de kite, puis c'était 100 km à l'heure. Mais là, tu me dis que si je suis débutante, je pourrais le faire à 5 km à l'heure avec un kite de débutant. Oui, c'est en plein ça. Tu peux t'arrêter quand tu veux, sans risque. Tu peux t'arrêter quand tu veux, en fait, avec un kite, exactement comme on s'arrête quand on veut sur une piste de ski. En fait, le kite va virtuellement remplacer la pente, en fait. Parce que plus on fait bouger le kite, plus il va tirer fort. Plus on l'amène dans certaines zones, plus il va tirer fort encore là. Évidemment, tout ça combiné à notre déplacement va faire que, en fait, ce qu'on crée, c'est une pente qui est de plus en plus à pic. Si on fait le parallèle entre les deux, c'est un peu ça qui se passe avec le kite. Donc, évidemment, l'objectif, c'est d'abord apprendre à contrôler. Juste, excuse, ton micro. Voilà. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'apprendre à contrôler l'objet au départ. Donc, comprendre finalement les parties du kite, de la barre, tout l'aspect sécurité, vraiment comprendre comment ça fonctionne parce que ce sont vraiment des machines qui sont très, très, très sécuritaires. Comme j'ai dit, c'est un sport qui a évolué super vite. Puis, il y a moyen de se désolidariser du kite, de l'enlever finalement, de faire perdre sa puissance en une fraction de seconde. Donc, si jamais il arrive n'importe quoi, qu'on n'est pas à l'aise, qu'on perd le contrôle, on peut relâcher le kite en une fraction de seconde simplement en poussant une partie de la barre. Et puis là, tout s'arrête d'un coup. Donc, c'est pas comme si souvent les gens pensent, OK, si je mets ça dans les airs, je perds le contrôle, je vais m'envoler puis je vais revoler dans les arbres. Non, pas du tout. On apprend à utiliser vraiment toutes les parties de la barre qui sont là finalement, qu'il y a des systèmes de sécurité qui sont super bien designés, qui vont finalement nous empêcher là, de se blesser. C'est un sport qui est vraiment sécuritaire. Ça ne veut pas dire qu'on est à l'abri de se blesser, évidemment, comme n'importe quel sport qui se déroule dans un environnement où on glisse, où on a de la vitesse. Évidemment, ça vient avec des risques. Mais par contre, prendre des cours de kite, c'est apprendre d'abord à reconnaître les risques. Donc, une fois qu'on les connaît, ces risques-là, on est capable ensuite de les gérer pour éviter finalement ces risques-là, pour être sûr que ça se déroule bien. Puis, je te dirais que les cours poussent un peu plus loin, c'est que
le cours va t'amener à savoir quoi faire si jamais il t'arrive un pépin. C'est exactement quoi prendre comme action pour te sortir du trouble. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un sport qui est individuel, parce que même si on le pratique souvent en groupe, il reste que pendant qu'on le pratique, on se retrouve seul avec sa voile dans un environnement qui est souvent vaste. Comme par exemple, ça peut être, au début, on peut faire ça dans un champ, près de chez soi, très proche du secours. Par contre, on peut aller, comme par exemple, moi, ce que j'adore, c'est partir à l'aventure sur le lac des Deux-Montagnes. Puis là, à ce moment-là, on explore des grandes surfaces. On se retrouve avec un risque de plus qui s'appelle l'isolement. Donc, une fois qu'on est isolé des secours, qu'on est isolé du moins des secours rapides, plus on s'éloigne, plus on s'enfonce aussi dans l'inconnu, parce que c'est des surfaces où on n'est jamais allé encore. Ça vient avec un feeling qui est super grisant, c'est vraiment incroyable. Sauf que le cours, justement, nous apprend un paquet de trucs, comme par exemple, ne va jamais plus loin que ta capacité de revenir à pied. Donc, c'est toutes des choses comme ça qu'on apprend aux gens pendant le cours, de vraiment saisir finalement tous les aspects sécurité d'abord avant de commencer à se déplacer avec le kite. Wow. Dirais-tu que la plupart des gens qui commencent le kite, ils commencent avec un cours ou ils font juste aller sur YouTube puis... En fait, ça va dépendre des gens. C'est très peu recommandé d'aller sur YouTube pour apprendre par soi-même. Évidemment, il y a des tutoriels qui sont fantastiques sur YouTube. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert le kite, c'est à travers les tutoriels sur YouTube. Mais prendre une formation avec des gens qualifiés, je te dirais que c'est un must. C'est pas quelque chose qui est donné nécessairement comme n'importe quelle formation technique. Évidemment, ça coûte des sous. Mais par contre, l'investissement qu'on fait en tant qu'individu à ce moment-là, on investit dans notre vie. L'équipement coûte relativement cher, donc ça va nous éviter de briser de l'équipement, ça va nous éviter de nous blesser. Puis le kite, il y a tellement d'aspects de sécurité à ce sport-là à connaître qu'apprendre par soi-même, c'est souvent passer à côté de connaissances qui va nous handicaper tout le long de notre carrière de kitesurfer ou de snowkiter, si on peut dire. Puis, quand on ne connaît pas un risque, c'est là qui est vraiment dangereux. C'est qu'il nous tombe dans la face sans jamais qu'on s'en attende. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire une formation. Il y a beaucoup d'écoles qui sont spécialisées au Québec pour ça. C'est ça qui est le fun. Il y a une belle offre un peu partout au Québec. Des écoles de snowkite qui sont super bien qualifiées, qui sont associées avec la Fédération québécoise de kite, qui est toute jeune fédération, qui a seulement 2 ans. J'imagine. Les écoles, oui, ben c'est ça. Le kite est là depuis longtemps. Ça fait plus de 20 ans que le kite existe au Québec. Ça a changé vraiment rapidement, mais la fédération est toute jeune. Ben c'est ça. Ils commencent déjà à encadrer les écoles, encadrent les membres aussi, vraiment, pour les normes de sécurité, pour les spots. Les spots, en fait, c'est les environnements où on fait du kite, en fait. Là. Fait que soit du snow kite ou du kitesurf l'été. Parce que les deux se rejoignent, en fait. Là. Parce que si je peux faire une petite parenthèse là-dessus, c'est que l'idéal, vraiment, pour moi, c'est d'apprendre le kite l'hiver, parce que c'est beaucoup plus facile de l'apprendre l'hiver, manœuvrer la voile, apprendre à se diriger, c'est beaucoup plus simple l'hiver. Une fois qu'on a fait une formation l'hiver, ben ensuite, c'est d'en faire une deuxième dans l'eau, où on va apprendre finalement, le kite est sensiblement le même, les mouvements sont les mêmes avec le kite, sauf qu'évidemment, l'environnement est différent. Dans le milieu aquatique, il y a d'autres risques qu'il faut apprendre à reconnaître. Il y a d'autres techniques aussi qu'il faut apprendre à faire. Donc, les deux cours sont séparés, sont différents parce qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas montrer l'hiver, qu'on peut montrer l'été, et l'inverse est vrai aussi. Mais je recommanderais à tout le monde de commencer l'hiver plutôt que de commencer l'été. Là, ça donne vraiment un super coup de pouce au niveau du contrôle de la voile au départ. Je pense que c'est une super belle activité pour cet hiver avec le confinement. Pas de problème, hein? C'est tout fait solo puis à l'extérieur. Ben oui, non seulement, oui, ben en fait, le kite, veut pas, de base, tu dois avoir à la limite au moins 3 distances de corde entre toi et n'importe qui d'autre, juste par sécurité. Donc, évidemment, c'est super bon pour éviter de pogner le COVID. Tu ne seras jamais collé sur quelqu'un en kite. C'est le sport idéal pour rester loin des autres. Ça, c'est une première chose.
Puis les gens, en fait, ceux qui adorent faire du ski, je comprends, moi, je suis un skieur, je capote, j'adore faire du ski, j'adore faire du snowboard. Par contre, cette année, évidemment, avec le COVID, les cafétérias vont être probablement inaccessibles. Je ne sais pas comment ils vont gérer ça encore, les centres de ski. Je leur souhaite bonne chance parce que c'est tout un défi qu'ils ont. Mais le kite, tu n'as pas ce problème-là, évidemment, parce que tu n'as pas de chairlift, tu n'as pas de ligne à faire, tu n'as pas de trafic, évidemment, pour te rendre soit dans le nord ou sur la rive sud pour aller faire. Il y a beaucoup d'avantages, en fait, que le kite a par rapport à faire du ski. C'est peut-être pour ça, en fait, que je fais pratiquement plus de ski. Parce qu'au-delà du fait que oui, il y a un setup à faire pour le kite, mais une fois que tu es parti sur le lac, tu n'arrêtes jamais. Si tu vas en faire pendant 6 heures, tu n'as pas d'attente pour les chairlifts, tu en fais pendant 6 heures, en fait. Et pas. Exactement. Ta seule limite, en fait, c'est le vent. C'est le vent et la noirceur. Quand il se met à faire noir, évidemment, on rentre parce que là, c'est un risque de plus. Là. Il n'y a pas de lumière qui va t'éclairer sur le lac gelé. Donc, je vois beaucoup d'avantages aux gens à faire le switch. S'ils ont une idée, là, cette année, je vais essayer quelque chose de nouveau. Ça amène, évidemment, avec le confinement, avec le COVID, là, c'est encore plus tentant. Puis on l'a vu cet été. J'ai commencé à donner des cours cet été sur le lac des Deux-Montagnes. Il y a beaucoup plus de demandes. Les gens s'en vont vers le kitesurf et le snow-kite énormément parce que, justement, les gens ont compris que, bon, ça va être plus difficile, ces centres de ski. Je vais me trouver une alternative. Mais ça n'a rien à voir. Les deux sports sont vraiment très différents l'un de l'autre. Puis je ne veux pas dénigrer le ski, j'adore ça, j'adore faire du snow en montagne, c'est quelque chose de complètement différent. Mais le kite amène quelque chose que le ski n'amène pas, c'est un sentiment d'aventure. Quand on part sur un lac, puis on se sent vraiment comme un explorateur, c'est vraiment incroyable. On peut partir à 2, 3, 4, 5 personnes, tu pars vers l'horizon. C'est vraiment fantastique de se suivre les uns les autres à pleine vitesse et de se dire, mais jusqu'où on va aller comme ça. C'est un feeling qui est grisant. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment là, ce qu'on ne peut pas vivre sur une pente de ski. Tu ne veux pas t'arriver au bout après quelques minutes, puis c'est fini, on se rassit, puis on attend d'être rendu en haut. Là, on part dans la direction où on veut. On navigue carrément. C'est pas juste dire on fait de la descente, non, on est en train de faire de la navigation. Donc, ça amène toute une autre gamme d'émotions, une autre gamme aussi de responsabilités, parce qu'évidemment, ça vient aussi avec énormément de prise de conscience d'où tu es, l'environnement, la force des vents, la météo. Il y a un paquet de choses qu'on doit apprendre parce qu'évidemment, ça fait partie, l'environnement ne le contrôle pas. Donc, il faut apprendre à le gérer. Il faut apprendre à prendre les bonnes décisions en même temps en fonction de l'environnement qui est constamment changeant. Donc, ça amène ce petit côté-là, aventure, qui va aller rejoindre beaucoup de personnes, je pense. Puis, évidemment, on n'est pas obligé de partir à l'aventure sur le lac. Les gens peuvent très bien rester à leur spot local puis avoir énormément de fun. Dans leur petit champ à côté de chez eux, il y a du fun à avoir là, c'est incroyable. Mais ceux qui se sentent un peu plus aventuriers, aventurières, bien, il y a cette possibilité-là, non seulement de visiter plein de coins du Québec qui offrent des vues incroyables, que ce soit sur le fleuve, que ce soit sur la côte nord. Il y a tellement de spots incroyables qu'on peut découvrir en snow-kite. Puis ça amène justement, surprenamment pour un sport individuel, c'est un sport qui rapproche beaucoup les gens parce qu'on a malgré tout besoin les uns des autres pour atterrir, décoller les ailes. On se donne beaucoup de coups de main entre personnes qui font le snow-kite. Puis la communauté est très serrée. Fait que c'est vraiment agréable pour ça. Les gens ont on a besoin les uns des autres quand on fait du snow-kite. On peut le faire de façon... Vous connaissez entre vous autres, là? Oui, ben en fait, là, veut pas, parce qu'on s'entraide constamment, surtout, en fait, l'été, sur les plages. Donc, pour décoller et atterrir les kites, veut pas, on doit demander un coup de main parce que tout le monde compte sur la sécurité des autres. Donc, pour rendre ça sécuritaire, ben, on demande de l'aide pour décoller son kite et pour l'atterrir sur la plage, évidemment, pour éviter les accidents. Donc, veut pas, ça amène une certaine fraternité, ça amène les gens à se donner un coup de pouce, à se donner des conseils. Donc, ça se crée comme une espèce de famille. Les gens font du kite ensemble. Fait que c'est un aspect qui m'a énormément surpris quand j'ai commencé à faire ce sport-là. Parce que je me suis dit, bon, c'est un sport individuel, je verrai jamais personne. Non, au contraire, les gens ont tendance, le lac va avoir 16 km², puis les gens ont tendance à tous se retrouver à la même place, puis à se jaser, puis à se donner des trucs, puis à se lancer des défis, à dire, OK, on part toute la gang ensemble, puis on s'en va à l'autre bout du lac. Fait que ça se fait de façon naturelle. Les gens se collent dessus malgré tout.
OK, fait que vous vous rencontrez sur place, c'est pas sur des sites Facebook de rencontres de kiters, snow-kiters? Oui, il y en a aussi. Le plus populaire, je te dirais, c'est Kite Forum sur Facebook, que je trouve super intéressant. On est plus de 2500, je pense, sur ce site-là de Facebook. Sauf qu'il y a plein de pages différentes. Il va y avoir Montréal Kite Conditions, il y a des clubs comme le club Air Libre, qui sont eux autres plus dans le bout du lac Saint-Jean, Côte-Nord. Fait que les gens se regroupent sous des clubs, ils vont se regrouper parfois sur des aspects du kite, sous différents types finalement de forums. Mais je te dirais que Kite Forum, c'est vraiment un forum qui est général où n'importe qui va avoir des questions, que tu sois débutant ou expert, les gens posent leurs questions là-dessus. Puis on est 2500 personnes qui ont les connaissances ou l'expérience pour dire mais voici mon point de vue là-dessus. Fait que c'est vraiment intéressant. Là aussi, on la voit l'entraide. On voit l'aspect familial, puis on a tout envie de se donner un coup de pouce pour que ça aille bien pour tout le monde. Ah, ben c'est bon à savoir pour les auditeurs qui veulent s'embarquer. C'est des bons sites. Puis là, là on n'a pas vraiment parlé de ton école. Fait que tu as lancé ça quand? Ça s'appelle comment? Comment ça marche? Où est-ce qu'on s'abonne? Où est-ce qu'on te rejoint? En fait, j'ai lancé, l'école s'appelle Kite Ready. Donc, cerf-volant en presse, on peut dire, là, c'est la traduction directe. Kite Ready, c'est une école que j'ai partie cet été. Je n'ai pas eu d'étudiants encore avec mon école parce que je l'ai vraiment parti en fin de saison. Mon objectif, c'était de commencer à avoir mes premiers clients au courant de l'hiver qui arrive. Par contre, durant l'été, évidemment, et l'hiver passé, je donnais des cours pour d'autres écoles de la région. Fait que j'ai pu aussi me bâtir de l'expérience en tant qu'instructeur à ce moment-là. Puis, le début de mon expérience, je l'ai pris au Lac-Saint-Jean en faisant une formation ICAO qui s'appelle, donc, c'est l'organisme international qui gère le kite around the globe, si on peut dire, sur la planète. Donc, ce sont des formations qui sont de haut niveau. C'est les dernières normes, finalement, au niveau formation. Puis, c'est de ça que j'ai, finalement, teinté mon école, c'est d'avoir, finalement, les normes les plus élevées possibles pour que les gens, en sortant de leur formation, soient le plus compétents possible, soit des riders et des riders les plus sécuritaires possibles pour qu'ils disent, moi, quand j'ai investi mon argent dans cette école-là, je suis énormément content parce que je sors de là confiante. Parce que oui, c'est un sport qui amène un certain niveau de peur parce qu'on ne se sent pas en contrôle au début. Mais par contre, justement, en prenant une formation qui est sérieuse, ben, on sort de là confiant. Puis plus on est confiant, plus on retire rapidement du plaisir à faire ce sport-là. Parce qu'évidemment, quand on a énormément peur de quelque chose pendant qu'on le fait, évidemment, notre plaisir est un petit peu entaché, voilé par la peur. Puis l'objectif, justement, c'est qu'une fois qu'on a la peur, dans le fond, on la gère comment? C'est en acquérant des compétences, en acquérant de l'information. C'est comme ça qu'on réussit à éliminer la peur. Puis l'école est justement faite en fonction de ça. C'est tout ce qui nous fait peur, on se concentre là-dessus pour que les gens en ressortent finalement de façon les plus compétents et confiants possible. Donc, ça va OK, fait que t'es legit un instructeur formé, là. Ça, c'était ma prochaine question. T'as comme un permis ou comment ça marche? Effectivement, comment ça marche? En fait, mon école est accréditée par la Fédération québécoise de kite. Okay. Donc, en fait, une école de kite pourrait ne pas être accréditée parce que ça fait 20 ans qu'ils se donnent des cours de kite, donc bien avant la venue de la fédération. Donc, les gens ont, d'une certaine façon, appris les uns des autres, ont appris des techniques. Moi, c'est pas la voie que j'ai empruntée. Moi, j'ai décidé d'utiliser le chemin legit, si on peut dire. Fait que j'ai inscrit ma compagnie Kite Ready, évidemment, là, au registraire des entreprises. Je l'ai inscrit ensuite à la Fédération québécoise de kite, qui, eux, à ce moment-là, vont demander est-ce que toi, tu remplis les standards, Jean-Sébastien, avec Kite Ready. Donc, il a fallu que je leur démontre que mon école, non seulement au niveau du matériel, au niveau du plan de cours, au niveau des assurances civiles, que j'avais toutes, finalement, les prérequis pour pouvoir être accrédité avec la Fédération québécoise de kite. Donc, c'est un avantage qu'on a à ce niveau-là, les écoles accréditées, c'est que pour être accrédité, il faut que tu sois compétent, il faut que tu aies démontrer finalement toutes tes capacités pour pouvoir donner des formations de kite de façon sécuritaire. Donc, c'est avoir un plan d'urgence, c'est avoir un plan de gestion de risque pour s'assurer aussi que les étudiants courent le moins de risques possible pendant la formation. Donc, c'est un peu tout ça. C'est pas quelque chose qui est lancé à la va-vite, dire je sais faire du kite, donc j'apprends aux autres à en faire. Non, c'est vraiment basé sur un plan de cours qui est précis, sur des
des actions précises qu'on demande aux gens de faire, une évaluation aussi de la clientèle avant même de commencer le cours. Donc, il y a certains prérequis que les gens ont besoin d'avoir, évidemment, pour pouvoir prendre une formation de quête parce que c'est quelque chose qui est demandant, autant pour l'instructeur que la personne qui prend les cours. C'est quelque chose qui est très demandant au niveau physique et psychologique parce qu'on vit beaucoup d'émotions au départ quand on prend des cours de quête. C'est stressant, on a peur. Puis tout ça, encadré, on sort de là et on est brûlé. Les cours ont duré 2 heures ou 3 heures, mais les gens en sortent là. Puis c'est rare les gens qui demandent une 4e heure. En général, on est complètement vidé quand ça finit là, parce que c'est extrêmement juste autant le physique que le mental est sollicité. C'est ça, parce qu'on apprend autant sur l'équipement, évidemment. Là, juste au niveau de l'équipement, il y a beaucoup de choses à apprendre. La manipulation de cet équipement-là, on apprend évidemment sur la météo. Donc, l'environnement, souvent, quand on regarde Météo Média, c'est pas nécessairement suffisant pour comprendre ce qu'on a de besoin au niveau du kite. Donc, au niveau du kite, c'est de la micro-météo, c'est de comprendre c'est quoi des rafales, c'est quoi l'effet que ça a sur un kite, la venue d'un orage, qu'est-ce que ça a comme effet, les blizzards. Donc, c'est énormément de petites choses qui nous amènent tranquillement à être compétents, puis avoir tous les outils pour pouvoir partir autonome et dire, moi, je peux ensuite sortir de chez nous avec mon équipement, m'installer sur un lac et je sais exactement ce que je fais, puis ça va bien se passer, je vais pouvoir faire mon activité de façon totalement sécuritaire et autonome. Donc, encore là, ça ne veut pas dire, évidemment, là, on ne recommande pas aux gens de partir une fois qu'on est autonome, dire je peux m'en aller sur le lac sans en parler à personne. Il y a encore là dans la formation, on va le rappeler aux gens. C'est important de dire à quelqu'un où tu vas, combien de temps tu vas passer là-bas, puis de rappeler la personne quand tu reviens, évidemment. Parce que ça arrive des gens qui, autant l'été, qui, malheureusement, des fois, on retrouve des bouts d'équipement. Les gardes-côtes essayent de retrouver le rider qui, lui, est chez eux en train de prendre un café. Mais à travers tout ça, il ne faut pas oublier qu'on est dans un environnement. Cet environnement-là, ben, il y a des autorités qui patrouillent cet environnement-là. Fait que si on trouve des autorités trouvent des bouts d'équipement, ils vont chercher à trouver la personne pour être sûr qu'elle est en sécurité à quelque part. J'aurais jamais pensé à ça, mais ça fait tellement de sens. Oui, exactement. C'est toutes des choses, comme tu dis, quand tu ne sais pas, tu ne sais pas. Quand tu ne sais pas, tu ne sais pas. C'est pour ça que l'équipement de kite, de snowkite doit être identifié avec ton nom, ton numéro de téléphone dessus. Comme ça, si jamais ça part dans le vent et c'est retrouvé par quelqu'un, ben on peut t'appeler pour dire OK, oui, toi. Ça, je n'aurais pas pensé, mais c'est un kite à 1000$, si tu le perds, tu aimerais ça que quelqu'un te le ramène. C'est en plein ça. Fait que non seulement ça, mais on ne veut pas justement que les autorités passent 5 heures à nous chercher quand dans le fond, on n'est pas sur le lac. Donc, exactement. Ouais, OK. Fait que là, juste pour donner une idée, si moi je veux prendre le cours, à quoi est-ce que je peux m'attendre? Ça va durer combien de semaines? Ça coûte combien? Tout ça. En fait, ça varie beaucoup d'une personne à l'autre. Évidemment, plus on a de compétences de base, ne serait-ce qu'en ski, par exemple, quelqu'un qui a fait du wakeboard, quelqu'un qui a fait du snowboard, ça va être avantageux. Quelqu'un qui a déjà des bases en météo, c'est avantageux. N'importe qui a fait de la navigation en bateau, ça va être avantageux aussi. Donc, il y a énormément de choses que les gens, si en partant, tu as un super bon sens de l'équilibre, ça va t'aider. Mais quelqu'un qui part vraiment de rien, c'est pas grave parce que le cours est fait pour ça. C'est vraiment quelqu'un, disons, qui n'a jamais, à la limite, chaussé des skis, qui n'a jamais tenu un cerf-volant dans ses mains. On part vraiment de la base, c'est-à-dire contrôler un cerf-volant d'entraînement, puis tranquillement, on amène la personne à pouvoir embarquer sur des skis puis se faire tirer par le cerf-volant de traction. Donc, oui, évidemment, au départ, si on a ces compétences-là, ou du moins quelques-unes, ça nous aide. Mais disons, quelqu'un qui part vraiment avec rien du tout comme compétence là-dedans, ça risque d'être un petit peu plus long. Ça ne veut pas dire que ça va être bien plus long, mais ça risque de l'être un petit peu plus. Donc, si je peux évaluer, au départ, on peut penser faire 1 heure environ de cerf-volant d'entraînement, qui n'est pas un kite qui est fait pour nous tirer. C'est vraiment juste un kite qui va nous servir à comprendre comment fonctionne un cerf-volant, simplement. Une fois qu'on a compris le cerf-volant, comment ça fonctionne dans la fenêtre devant, c'est-à-dire l'environnement dans lequel le cerf-volant, évidemment, va se promener, ben ensuite, on va s'en aller vers, finalement, l'explication de l'équipement, ensuite, comment faire voler un kite de traction une fois qu'on est accroché avec le harnais au kite. On va apprendre à manœuvrer tout ça, utiliser tous les systèmes. Donc, on peut s'attendre
environ là, un cours de base de snowkite, là, 4 à 5 heures minimum de formation pour dire « je suis autonome pour pouvoir commencer à faire du snowkite de façon individuelle et autonome. » OK, c'est beaucoup moins que je pensais. Fait 4 à 5 heures total. Oui, sur plusieurs fois? C'est ça? C'est sur plusieurs fois? Ça pourrait se faire sur une fois. Mais très peu de gens sont capables de le faire sur une fois, justement parce que c'est exigeant mentalement et physiquement. Donc, de faire 5 heures back-à-back, c'est tough. J'en ai vu le faire, c'est bien, sauf qu'évidemment, quand on est épuisé mentalement et physiquement, on fait plus d'erreurs. Donc, on est moins concentré. Je pense qu'on a avantage à y aller en 2 shots. Okay. Puis, donc, 2 formations, une de 2 heures, une de 3 heures ensuite. Je pense que c'est pas mal l'idéal pour pouvoir finalement là, boucler la boucle. OK. Fait que c'est des cours privés, si j'entends bien. L'école Kite Ready peut juste former, dû à mon niveau d'instructeur. Je suis un jeune instructeur, ça fait pas longtemps que j'en fais. Évidemment, plus on a des niveaux, il y a certains niveaux d'instructeurs qui nous permettent d'aller jusqu'à 2 personnes en même temps. Dans mon cas, je suis à un niveau où c'est que je peux seulement faire des cours particuliers, une personne. De toute façon, c'était pas mon intention d'y aller à 2 personnes. Je fais ça parce que j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Mon objectif, c'est pas de faire une machine à sortir des étudiants. Mon objectif, moi, c'est de faire découvrir ce sport-là. Puis d'y aller one-on-one, je trouve que c'est la meilleure façon de le faire parce qu'on peut vraiment profiter en même temps en tant qu'instructeur du plaisir qu'a l'étudiant à découvrir ça. Fait que le contact est meilleur, je trouve. Le contact est vraiment intéressant. Puis c'est ça que mon école peut offrir en ce moment. C'est vraiment des cours individuels, one-on-one, puis ensuite, on passe au prochain étudiant. Donc, il faut que je m'attende, dans mon cas, vu que je suis aussi un travailleur à temps plein, donc je vais pouvoir faire, disons, une personne maximum par jour parce qu'évidemment, là, je ne peux pas combiner nécessairement passer la journée à l'extérieur avec les étudiants, il faut que j'ai mon travail aussi. Donc, c'est ça aussi. Puis, je suis un amoureux de snowkite, donc je me laisse aussi l'opportunité d'en faire moi-même parce que c'est difficile de donner juste des cours puis de ne pas profiter de ça. Donc, c'est ça, c'est un étudiant à la fois. Puis, mon école elle commence en fait, là. Je vais avoir mes premiers étudiants cet hiver. Donc, je vais voir aussi comment ça va aller. Je ne sais pas combien je vais en avoir. Cet été, ça a vraiment bien été. Tous les étudiants que j'ai eus voulaient me revoir pour la deuxième partie du cours. Vraiment, là, je suis vraiment content parce que quand je voyais les gens repartir avec des étoiles dans les yeux, puis ils disaient « Oh my God, j'ai passé une des plus belles journées de ma vie, merci ». Ça, c'est ma paye, ça. C'est de voir des gens partir avec déjà la passion accrochée, puis ils ont hâte de revenir, ils ont hâte de regoûter à ça encore parce qu'ils voient tout de suite le potentiel que ça a. C'est vraiment surprenant. OK, fait que si moi je suis un étudiant, est-ce que je peux choisir où on va aller en faire, si je veux aller à Deux-Montagnes, si je veux aller... c'est quoi les... Oui. C'est tout le temps à ma place? Je vais leur offrir en fait 3 possibilités. J'ai ici sur la rivière d'Émile-Île, il y a 2 spots intéressants qui sont relativement petits en espace, mais par contre qui permettent de faire les manœuvres de base. Donc ce spot-là est seulement disponible par contre à partir de janvier parce qu'évidemment c'est une rivière. Même si la berge des Goélands et la berge aux 80 sont, on peut dire, des petits lacs à l'intérieur de la rivière des Mille-Îles, donc le courant est minimal, ça reste une rivière pareille. Donc, j'attends toujours début janvier, mi-janvier avant d'aller sur cette zone-là. Ça fait partie des choses qu'on fait dans la gestion de risque. Donc, éviter les endroits où c'est qu'il y a du courant au départ. Donc, il y a ces 2 spots-là qui sont intéressants que je peux faire. Ah, ben c'est cool. Je vais te checker pour toi. Ben, j'habite vraiment proche de la berge des Goélands. Ah, bon, ben c'est parfait. Fait que tu vas je vais te checker. Exactement, cet hiver, tu vas me voir avec certains étudiants. Ça sera peut-être moi. Ben, j'espère. Ça serait vraiment agréable. Puis, là, sans blague, j'aimerais beaucoup ça te donner des cours de quête. Là, je sens que tu vas adorer ça, c'est certain. J'y pense. Oui, ben j'ai aussi la possibilité d'aller à Vaudreuil. J'ai un super beau spot à Vaudreuil-sur-le-Lac. C'est pas très loin, c'est à 30 minutes d'ici. Puis j'ai un autre très beau spot à Saint-Joseph-du-Lac, là, à la descente de bateau de Saint-Joseph-du-Lac. Donc, ça va dépendre surtout de la direction du vent. C'est comme ça que je vais choisir le spot. Donc, en fonction de la direction du vent, évidemment, on va chercher que le vent s'engouffre de façon finalement avantageuse dans la zone. Si le vent ne rentre pas du bon côté, souvent, tu vas avoir de la turbulence qui n'est pas vraiment souhaitable au départ quand on commence les cours parce qu'évidemment, la personne a déjà de la difficulté à contrôler le kite au départ, même quand c'est stable. Donc, je vais m'arranger pour aller dans les spots qui sont les plus avantageux pour le client.
Ah, c'est super cool. C'est le fun que tu peux te déplacer selon la météo puis les désirs de tes étudiants. Oui. Mais là, ça va me coûter combien si je prends ce cours-là? Ben, un cours de kite, la plupart des écoles les offrent. Là, en fait, les prix varient pour les cours individuels. Là, c'est vraiment entre 90 et 100 de l'heure. Donc, les OK. packages, là, c'est pas mal ça qui est offert là, partout au Québec, là, 90 à 100 de l'heure. Moi, je les offre à 95. J'ai visé entre les deux. Puis évidemment, ça change tout le temps d'une fois à l'autre. On dit que c'est 95 de l'heure, mais en fait, la plupart du temps, je vais rester plus de temps avec l'étudiant. J'ai aucun doute. J'ai aucun doute. C'est tellement le fun que je pense que j'ai de la tu me misère à paierais arrêter pour le me cours. donner des cours. J'ai beaucoup de difficultés à mettre fin au cours parce qu'évidemment, on voit les gens, on voit qu'ils progressent, puis hop, ils sont tellement sur le point d'avoir telle technique, puis OK, on va rester à 15 minutes de plus, parce que là tu l'as, c'est parti. Fait que souvent, c'est comme ça, le cours, je l'étire, puis ben c'est ça, c'est tellement le fun à faire. Si je pouvais faire ça à l'année, je le ferais, parce qu'il n'y a rien de plus beau de voir ça, le sourire de quelqu'un qui décolle, puis qui se sent partir, puis qui revient, puis il y a tellement de fierté personnelle à faire ça, parce qu'on réussit quelque chose de grandiose, si on peut dire, une fois qu'on a traversé là, vraiment toute la technique au départ, tout apprendre des systèmes, puis on contrôle la voile. On a tellement d'émotions qu'on traverse dans une formation de kitesurf qu'à la fin, quand on réussit à se déplacer avec la voile, on en a les larmes aux yeux, tellement que c'est vraiment là, le feeling est grisant. Le feeling est vraiment Wow. grisant. Ouais, tu dis souvent ce mot-là, fait que t'es Oui, bon vendeur. oui. Mais là, j'ai juste une question. Si moi, je veux pas nécessairement m'investir puis aller acheter un kite parce que je suis pas sûre que je vais aimer ça, est-ce que dans tes cours, tu les loues ou est-ce que tu peux les louer? Tout l'équipement est fourni, en fait, pendant le cours. Donc, la personne n'a tout simplement qu'à se pointer avec ses skis, avec, évidemment, ça prend du linge chaud. Là, donc, on s'habille comme si on allait faire du ski. Donc, les gens ont besoin de leur équipement. Ou snowboard aussi ou juste ski? Oui, donc, l'équipement, en fait, est fourni par Kite Ready. Donc, j'ai tout l'équipement que l'étudiant a besoin finalement. Donc, le casque, parce qu'évidemment, on a un petit appareil d'écoute pour pouvoir s'entendre pendant qu'on donne le cours. Donc, on ne va pas se crier à tue-tête pour pouvoir s'entendre à travers le vent. Donc, les gens ont des petits écouteurs dans les oreilles finalement là, qui sont faits pour ça. Donc, je vais fournir le casque, je fournis les kites, les barres. Fait que tout l'équipement de kite est fourni par mon école. La personne n'a qu'à se pointer simplement avec l'équipement qu'il utilise d'habitude pour aller faire du ski ou du snowboard. Donc, il va choisir. Moi, je propose aux gens, s'ils peuvent faire les deux, le ski et le snowboard, allez-y en ski au départ parce que c'est beaucoup plus facile d'apprendre au ski au départ. Évidemment, le décollage est plus simple en ski. C'est beaucoup plus facile que de commencer en snowboard. Mais si quelqu'un n'a jamais fait de ski et seulement du snow, venez avec votre snowboard. C'est un petit peu plus technique au départ pour pouvoir commencer, mais c'est quelque chose qu'on peut très bien faire aussi. Donc, tout l'équipement est fourni, tout est là. La personne n'a qu'à se présenter avec sa bonne humeur, son sourire et l'envie d'apprendre, évidemment, parce qu'il va apprendre beaucoup. Ouais. Wow! Fait que là, on est novembre, fait que là, on a beaucoup parlé de snow kite, mais l'été, c'est quoi? En fait, je suis debout sur quoi sur l'eau? On est sur une planche, en fait, l'été, qui s'appelle, c'est ça, c'est un board, c'est un kiteboard qu'on appelle, là, plus communément un twin tip qu'on appelle. Donc, twin tip, ça a deux bouts. Ça ressemble beaucoup à un snowboard, en fait. Là. Sauf que contrairement au snowboard, au lieu d'avoir des fixations dans lesquelles nos bottes sont prises, ça ressemble plutôt à des pantoufles dans lesquelles on rentre nos pieds. Donc, on peut sortir facilement de ce board-là tout simplement en retirant nos pieds. Là, ça si on tombe à l'eau, on n'est pas pogné avec cette affaire-là d'un pied. Oh, good. Exactement. Puis c'est ça qui est le fun, c'est que ces articles-là, ça s'apprend facilement. C'est quelque chose qui se manœuvre bien. C'est pour ça que si on a déjà fait un peu de snowboard l'hiver, c'est beaucoup plus facile d'apprendre le kite une fois dans l'eau parce que c'est sensiblement le même feeling qu'on va avoir. Les départs sont sensiblement les mêmes. Sauf que comme on est dans un milieu aquatique, c'est quand même plus difficile. Ça prend plus de power pour la voile pour nous sortir de l'eau, nous extirper de l'eau, puis ensuite partir à rider. Puis c'est pour ça que je recommande vraiment aux gens, si vous voulez apprendre le kitesurf, commencez par le snow kite. C'est beaucoup plus simple après parce qu'on a déjà un contrôle de la voile qui est intéressant, qui nous permet après ça de progresser beaucoup plus vite dans l'eau.
Wow. Ah, c'est fascinant. On dirait, aujourd'hui, j'ai découvert un monde que je pensais que je comprenais, mais que je comprenais pas du tout. Fait que merci. Puis, comment qu'on peut te rejoindre? Fait que si, mettons, quelqu'un écoute ce podcast ici, puis il veut savoir où est-ce qu'on te trouve? La façon la plus simple, en fait, c'est de m'envoyer finalement un message via ma page Facebook qui est Kite Ready. Donc, K-I-T-E-R-E-A-D-Y. Kite Ready, c'est ma page Facebook. Les gens peuvent me contacter via Messenger sur ma page Facebook. Sinon, il y a mon email. J'ai un Gmail qui est kiteready.qc. En commercial@gmail.com, donc via là. Sinon, il y a mon numéro de téléphone directement qui est accessible, là, le 514-594-8950. Donc, c'est mon numéro de téléphone qui est le même finalement que Kite Ready. Là, j'utilise juste un téléphone pour finalement mes affaires. Donc, ils peuvent me rejoindre un peu partout. J'ai un petit compte Instagram que je viens de commencer aussi et un site Internet. Tout ça, c'est en développement, évidemment, parce que ça prend beaucoup de temps, beaucoup de ressources, mettre tout ça en place. C'est tout un autre monde. Tu sais, moi, je suis là-dedans là, tout le temps, mais c'est fou! Tu sais, tu veux partir une business, ce que tu veux faire, c'est donner tes cours, c'est pas d'apprendre le marketing. Fait que c'est pas évident. Ah, puis je te remercie beaucoup parce que c'est un beau coup de pouce que tu me donnes en même temps. Je me trouve vraiment chanceux de te connaître parce que c'est vraiment agréable, sans blague. Là. Je te trouve génial de pouvoir, comme ça, promouvoir vraiment les petites entreprises de Laval-Ouest, de notre coin hometown. Puis, non, c'est vraiment, là, je suis très reconnaissant là, de ce que tu fais. Puis, si je peux te rendre l'appareil en te donnant des cours de quête, my God, ça serait vraiment génial. OK, ben, ça sera comme par référence. Si je te réfère 5, tu sais, on se fera un deal comme ça, là. Oui, il n'y a pas de problème. Je suis super ouvert. OK, ben, merci beaucoup. Je sais que tu avais d'autres choses à aller faire, fait que merci d'avoir pris le temps aujourd'hui. Puis, on va sûrement se reparler pour que je puisse mettre des vidéos pour que les gens voient là, c'est quoi que tu fais. Là. Puis, je vais peut-être essayer de les intégrer dans la vidéo pour les réseaux sociaux parce qu'une photo ou une vidéo vaut 10 000 mots parce que je pense qu'il faut qu'ils voient de leurs yeux c'est quoi. Parce que, honnêtement, avant, il y a une couple d'années, je ne savais même pas que ça existait, le kitesurf. Puis, je pense qu'on commence à les voir sur la rivière, ici à Laval, à Deux-Montagnes, tout ça. On commence à les voir, puis on est comme, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'ils font? Comment ça s'appelle? Forte progression. Il n'y a pas tant de monde qui en font encore, mais c'est tellement incroyable la progression, le nombre de personnes qui commencent à en faire. Bientôt, on va en voir vraiment partout. Tous les plans d'eau, il va y avoir ces magnifiques voiles-là qui se promènent. C'est beau, c'est comme une danse. Puis non, c'est vraiment le fun. T'en parles avec passion. J'espère que tu vas faire partie bientôt des personnes qui vont se promener sur la rivière des Belle-Îles, sur le lac des Deux-Montagnes avec ta belle voile, puis tu vas pouvoir crier là, je suis contente, je suis libre. Non, c'est vraiment super. OK, ben on s'en reparle. Excellent. Merci beaucoup. Ben merci beaucoup. C'était un plaisir. All right. Ciao. Bonne soirée. Bye bye.